Voilà, il est 9h32. Alors, je remercie tout le monde d'avoir patienté un petit peu hein, pendant que les gens puissent se connecter. Donc, nous allons commencer donc, ce webinaire consacré donc, à Cégide et à la réforme de la facture électronique. Troisième épisode, hein, pour ceux qui ont déjà participé à l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors, je rappelle un petit peu le principe du webinaire. Donc, le webinaire est enregistré. On enverra donc la vidéo d'ici quelques jours. On a coupé vos microphones, mais de toute façon, vous pourrez utiliser le chat pour justement poser vos questions. Et puis, à la fin, Mathilde, qui nous accompagne aujourd'hui, hein, qui est chargée clientèle chez Extrémité, pourra justement regarder un petit peu les questions et les dire tout à l'heure. Et voilà, donc et après, vous pourrez retrouver même ce webinaire qui sera mis sur notre chaîne YouTube. Alors, alors, pardon, excusez-moi, je n'avais pas fait attention, c'est ça de couper le micro, je reviens très rapidement. Donc, je disais, hein, pour expliquer un petit peu Extrémité, donc voilà. Extrémité, c'est 30 collaborateurs, c'est 650 clients répartis sur les Hauts-de-France, avec quelques clients sur Paris et autres départements, mais principalement les Hauts-de-France. Donc 30 collaborateurs passionnés par l'informatique en général et aussi dans le service client. Donc en termes de référence, on va retrouver un peu de tout, hein. Donc ce sont des PME, donc aussi bien de la prestation de service, aussi bien tout ce qui est lié à de l'e-commerce, au commerce, au secteur public et secteur privé. Donc on a vraiment tout un panel assez large en la matière. Alors, nos différentes expertises, donc chez nous, on a 8 pôles. On a la partie, bien évidemment, on en parle de plus en plus, mais la cybersécurité, qui est gérée par notre service réseau. On a le label cybersécurité qui a été obtenu pour la troisième fois. Je crois que c'est renouvelé tous les 2 ans, si je me trompe. À cela, on va retrouver bien évidemment notre service réseau qui va gérer toute la partie infra au niveau aussi bien de la sécurité avec des firewalls que la mise en place de serveurs post-informatiques, etc. La partie télécom, de nos jours, on n'est plus sur les téléphones simples, mais on est sur de la voie IP. Donc la même chose, on utilise nous des solutions 3CX. Le cloud, là, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus important. Et vous voyez bien au niveau des éditeurs qui vous poussent vers des solutions de cloud. La même chose, on a notre société sœur qui est System, qui permet d'héberger, pourquoi pas, vos applications directement sur nos serveurs et de pouvoir y accéder comme ça de peu importe l'endroit où vous êtes. La gestion, donc là, j'en fais partie, hein, c'est tout ce qui concerne, on va dire, les solutions applicatives, donc que ce soit les solutions de Cégide, Sage, parce qu'on fait aussi Sage, et d'autres outils comme Cadian, que je vous parlerai tout à l'heure, ou d'autres applicatifs qui vont se greffer sur ces ERP, etc. La partie développement, alors c'est pas la partie qui va être de plus en plus utilisée. Et pour la réforme de la facture électronique, aussi. Alors, on développe autour des ERP, que ce soit Cégide ou autre. Ça peut être l'ajout de nouveaux modules, mais ça peut être aussi la création totalement de logiciels.
Et le développement va nous aider aussi, on en parlera tout à l'heure, sur ce qu'on appelle le web API. Alors, je pense que j'en ai assez parlé sur les épisodes 1 ou 2, mais je vais encore en parler aujourd'hui. Et le service de développement, généralement, nous accompagne aussi pour créer ces web API et faire la liaison entre plusieurs logiciels qui vont communiquer par ce biais-là. Or, digital, la partie site e-commerce, site institutionnel, bon, c'est toute la partie site internet, donc ça, je ne vais pas rentrer. Et une autre société sœur qui est La Bonne Paye, depuis, je veux dire 4-5 ans, mais le temps passe tellement vite. On a mis en place donc une société qui va s'occuper de vos bulletins de paye au même titre qu'un expert comptable. Et là, ce sont faits par des spécialistes de paye qui peuvent gérer vos dossiers. Alors, pas forcément des petits dossiers, on a des clients qui comptent jusqu'à 200, 300 bulletins de paye. Voilà, pour une présentation très rapide. Et on va surtout démarrer par ce webinaire sur le 3e épisode de notre fameuse réforme de la facture électronique. Nous sommes le 10 février et il nous reste 203 jours. C'est peut-être long, mais c'est court aussi, pour être prêt au 1er septembre 2026. Donc je rappelle, 1er septembre 2026, l'obligation de réceptionner les factures des grands groupes. Donc, toutes sociétés qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires, etc., sont dans l'obligation d'envoyer leurs factures B2B franco-français, bien évidemment, par voie dématérialisée en fonction du cahier des charges de la DGFiP. Et donc, bien évidemment, ça concerne toute entreprise qui va devoir les réceptionner. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise travaille au moins avec un grand groupe, hein, c'est toujours les exemples que je prends, mais votre fournisseur d'électricité, votre fournisseur Internet fait partie de ces grands groupes. Donc, tout le monde doit être prêt à au moins réceptionner ces factures-là le 1er septembre 2026. Alors, aujourd'hui, le sommaire est assez vaste, il est plus long que d'habitude parce qu'il y a eu pas mal de choses. On va faire un petit rappel de la dernière version de Cégide, où on avait déjà les prémices de cette réforme. Une nouvelle mise à jour est sortie. Alors, vous avez peut-être ceux qui sont déjà en Cégide, pardon, SaaS ou On Demand, comme on appelle. Une mise à jour est sortie vendredi ou lundi, je n'ai plus en tête, où là, vous avez un beau petit bandeau qui vous dit c'est le top départ de la réforme de la facture électronique. Et oui, Cégide a ajouté énormément de choses. Et ça va être un peu le leitmotiv de ce webinaire. On verra aussi comment s'inscrire à la PA-Cégide si, bien évidemment, je décide de travailler avec la plateforme agréée de Cégide. Le paramétrage qu'il va falloir faire, alors double paramétrage, aussi bien un paramétrage parce que j'ai décidé de travailler avec la PA-Cégide, mais aussi un paramétrage qu'il faudra que je mette en place si demain je travaille avec une autre plateforme qui n'est pas Cégide. On verra justement quelles sont les conséquences si demain je prends une autre plateforme que Cégide, les avantages, ce qu'il va falloir que je prépare et surtout ce qu'il va falloir que j'analyse avant de prendre ma décision. Enfin, on verra l'offre Extrémité. Donc, Extrémité vous propose certaines offres pour justement vous accompagner dans cette transition pour que ça se fasse sereinement et qu'on évite les petits pièges qu'il pourrait y avoir à droite et à gauche. Et enfin, on finira, comme je vous l'avais dit, Mathilde prendra la parole pour les questions-réponses. Alors, au moins pour les questions, peut-être pour les réponses, mais bon, je m'occuperai aussi au niveau des réponses. Alors, si on commence pour le rappel, lors de la dernière mise à jour qui date, on ne va pas parler de la mise à jour des paies, mais qui doit dater de mémoire de novembre, on a eu 2 éléments qui ont été ajoutés par l'éditeur. C'est bien évidemment une première partie qui est la normalisation des coordonnées de société. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans la comptabilité. Donc si vous allez, vous avez peut-être fait attention ou pas du tout, mais quand vous allez dans l'onglet coordonnées, si vous allez dans une fiche auxiliaire, je parle bien en comptabilité, c'est pour ça que je vous parle de fiche auxiliaire, ils ont rajouté un nouveau champ où ils ont fait une normalisation de l'adresse principale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les adresses qui sont utilisées
eh ben, c'était libre texte, libre choix et un peu de tout, où on avait des abréviations sur des noms de voies, pas forcément les numéros, etc. Et donc, on pouvait retrouver dans certaines bases avenue avec AV, boulevard BLD, BL, BD, enfin voilà, un peu de tout. Et donc, pour que justement on n'ait pas ce type de problème, parce que l'adresse sera aussi un identifiant de votre tiers, hein, je reviendrai un petit peu sur les identifiants. Donc, la DGFP a décidé que chaque ERP mette en place une normalisation des coordonnées de société. Et donc, vous retrouvez dans ce module-là, ce que j'ai entouré donc en rouge, donc c'est une zone pour le numéro, une zone où, si je peux avoir du bis, du ter, etc., une zone pour le type le nom de la voie, et puis après, bien évidemment, l'adresse concernant. Alors, vous avez un petit outil que j'ai mis en orange qui vous permet, si je clique dessus, théoriquement, il arrive à bien distinguer le nom de la voie, le numéro et l'adresse principale. D'accord? Donc, au niveau du nom de la voie, on retrouve une table qui n'est pas modifiable. On va retrouver tous les noms de voies qui peuvent exister et en aucun cas, on va pouvoir les créer, les modifier. À cela, bien évidemment, ça veut dire qu'il va falloir avoir tout un travail préparatoire sur la qualification de vos fiches. Donc, bien évidemment, ça va concerner aussi bien les tiers fournisseurs que vos tiers clients. Avec à cela des zones obligatoires. Donc, je refais un point sur les zones obligatoires. Quelles sont les zones obligatoires? L'adresse principale. Donc, je parle bien de l'adresse 1 et de celle que vous voyez en normalisation. Donc, si demain, j'ai mis dans l'adresse 1 le zone industrielle, le Prouvi, et l'adresse 2, j'ai mis rue Paul-Éluard, bien évidemment, à vous de vérifier quelle est l'adresse principale de votre tiers. Il y a forte chance que ça soit rue Paul-Éluard. Donc là, déjà, il va falloir inverser pour que dans votre outil de normalisation, il aille bien rechercher l'adresse 1. Ensuite, le numéro de SIRET, qui est l'identifiant principal pour justement reconnaître l'entreprise privée qui sera dans un annuaire public. Je reviendrai sur cette histoire d'annuaire. N'oubliez pas non plus le NIS, donc, ou le code intracommunautaire, si vous préférez. Le code APO aussi, qui est une zone obligatoire. Et dernière chose, et j'insiste sur ça, les conditions de règlement qui respectent la loi LME. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est franco-français, bien évidemment, et avec les entreprises. Et pour rappel, la loi LME, c'est 45 jours fin de mois ou 60 jours net. D'accord? Et là, il faudra faire très attention parce que, bien évidemment, toutes ces informations vont remonter et va se jouer aussi le calcul du DPO, du DSO, qui va permettre de voir si les clients si les délais de paiement sont bien respectés aussi par rapport à la loi AME. Donc, j'attire aussi votre attention. Donc, dans ce rappel, dans la dernière version, vous aviez déjà ces informations-là. Et ce qu'ils avaient rajouté était un outil de contrôle, donc on retrouvait dans l'administration outils. Donc, on va retrouver 3 outils. Un outil qui permettait de vérifier si vos fiches tiers, donc aussi bien clients que fournisseurs, n'avaient pas des zones obligatoires manquantes, si on n'avait pas des erreurs de SIRET. Bon, en principe, non, parce que je suppose que dans les paramètres société, vous aviez activé le contrôle du SIRET, mais si au cas où il n'y avait pas l'activation du contrôle de SIRET, on pourrait avoir des doublons, on pourrait avoir des erreurs dans le SIRET. Donc, cet outil-là vous permet justement de distinguer quelles sont les fiches où il me manque des zones, où j'ai des zones qui sont erronées, et ça va vous permettre justement de les corriger. Mais même chose au niveau des devises, d'accord? Parce que là aussi, vous allez voir, mais si vous allez dans la nouvelle version, chaque devise va avoir une codification. Et donc là, bien renseigner tout ce qui est, on appelle le code DUI. Alors le code DUI qui est plus pour la partie douane, mais vous avez aussi le code ISO qui là sera utilisé. Et si vous utilisez déjà la gestion des règlements, le code ISO en principe est déjà bien renseigné
parce que sans ça, vous ne pourriez pas faire de virement bancaire en fichier CEPA ou en fichier CFON pour l'international. Et le dernier contrôle, ben, c'était le contrôle justement aussi sur ben, les pays. Parce que là aussi, vous allez voir, ben, au niveau des pays, vous avez pas mal de choses à renseigner, hein, dont une nouvelle zone. Alors, je vous rassure, c'est pas vous qui la renseignée, elle a déjà été renseignée dans la nouvelle version, qui est le code EDI, parce que chaque pays aura son propre code EDI qui est normalisé sur le plan européen. Donc, je prends un exemple, peut-être que la France, alors je ne l'ai pas en tête, mais la France, c'est le code EDI numéro 10, la Belgique, code EDI numéro 20, etc. Donc ça, c'est dans la nouvelle version, on en reparlera après, mais ils ont rajouté ces codes EDI pour l'ensemble des pays et principalement, surtout, pour les pays européens. Voilà, là c'est un petit rappel. Donc, je pense que pour ceux qui m'ont suivi sur les derniers webinars, ça a été bien mémorisé et vous avez déjà commencé à travailler sur les tiers. Si aujourd'hui ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement déjà à travailler sur cette partie-là. Alors, encore une fois, si je parle sur les tiers, le plus important aujourd'hui, c'est franco-français B2B. D'accord? Donc, c'est vraiment ces tiers-là. Donc, peut-être plus axé sur les fournisseurs parce que bah, c'est les fournisseurs que vous allez devoir travailler pour être prêts au 1er septembre. Quand je vous parle qu'au 1er septembre 2027, c'est pour l'envoi de vos factures clients, encore une fois, c'est la date butoir. Mais si demain, vous êtes prêt à déjà à réceptionner, qui est la partie la plus compliquée, c'est ce que je répète toujours, mais si vous avez déjà bien paramétré ça et que vous avez bien avancé sur vos clients, rien ne vous empêche de démarrer avant la dématérialisation de vos factures de vente. D'accord? Il n'y a aucune obligation de dire bah, je peux commencer que le 1er septembre 2027. Non, l'obligation, c'est le 1er septembre, c'est une obligation d'envoyer. Mais si vous êtes prêt avant, moi je vous invite justement à le faire pour que voilà, on soit déjà prêt, on est tranquille et on travaille sereinement. Alors, les nouveautés de la mise à jour. Alors aujourd'hui, la mise à jour est sortie en version SaaS. Elle devra arriver cette semaine, au pire, début semaine prochaine, la version pour le on-premise, donc la version à installer. Alors, cette version-là, elle va vous permettre déjà de vous référencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous allez devoir normaliser aussi les coordonnées de votre société. Donc, j'ai mis le petit chemin. Hein. De toute façon, vous aurez un accès sur la vidéo, mais dans structure et paramètres, société, paramètres société, vous avez les coordonnées de société. C'est là que vous mettez vos coordonnées. Et bien, au même titre que vos fichiers tiers, il va falloir normaliser donc l'adresse. Et deuxième partie aussi, on va devoir ressortir son code client. Alors, le code client, bah, vous l'avez généralement sur votre compte CJ Life. Si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez bien sûr le demander à votre intégrateur, hein, que ce soit nous, ou que ce soit directement CJ ou un autre intégrateur. Et le but, c'est de le renseigner à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ce code client sera demandé à chaque connexion à l'opérateur de démat. Je reviendrai sur cette notion d'opérateur de démat, mais si je n'ai pas de code client, eh ben, il me le demandera. À chaque fois que je vais vouloir faire de la dématérialisation, je devrais renseigner mon code client. Donc, moi, je vous préconise déjà de le renseigner dans les paramètres société pour être tranquille à ce numéro-là, à ce niveau-là, pardon. Alors, toujours dans le référencement, là, c'est pas compliqué, mais il faudra bien suivre. Vous avez aussi les établissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la société principale que vous renseignez. Et la société principale est aussi un établissement. C'est pour ça que généralement, quand vous créez une nouvelle société, ils vous demandent de rattacher l'établissement par défaut. Donc, dans les établissements, vous devez retrouver au moins un établissement qui correspond à votre société principale, avec là aussi les zones obligatoires, donc l'adresse, le numéro de SIRET. Là, on ne demande pas forcément le code NAF, mais au moins le numéro de SIRET, et vous allez devoir enseigner ça. Mais vous pouvez avoir plusieurs établissements. On pourrait imaginer que vous avez des agences pour lesquelles vous allez gérer des établissements et que vous avez de la facturation, donc sont aussi bien en sortant qu'en entrant,
qui vont correspondre à tel ou tel établissement. Et donc, là aussi, à vous de bien renseigner les informations au niveau de l'établissement. Là, aujourd'hui, le paramétrage que je vous donne, c'est ce que vous allez voir là, ce que vous voyez là, c'est aussi bien si demain je travaille avec la PACJ ou si je ne travaille pas avec la PACJ. Autre chose, et qui est aussi important, pour chaque établissement, et surtout pour l'établissement principal, c'est celui-là qui est le plus important, quel est votre contact principal? Et généralement, on doit, et pas généralement, c'est on doit renseigner le représentant légal avec les zones obligatoires, nom, prénom, adresse mail, et bien sûr, le définir comme contact principal. Donc, dans vos établissements, toujours renseigner en contact principal le représentant légal de l'établissement. Ensuite, autre chose à paramétrer, ça va être l'adressage. Alors, qu'est-ce que l'adressage? Ben, en fait, c'est très simple. Pour que les factures fournisseurs arrivent bien au bon destinataire, pour chaque entreprise, il va être nécessaire de définir une ou plusieurs lignes d'adressage. En fait, grosso modo, votre facture, dans quelle boîte aux lettres vous voulez la recevoir. Donc, c'est ce que je vous dis en résumé, une ligne d'adressage est une boîte aux lettres dans laquelle vous souhaitez recevoir vos factures d'achat. Et donc, on va avoir un adressage de plusieurs types. Alors, ça peut être un adressage où on va simplement utiliser le sirène, d'accord? Parce que j'ai qu'un seul établissement, donc j'ai mon sirène qui suffit. Mais je peux avoir plusieurs établissements qui ont le même sirène, et donc là, on sera sur du sirène-sirette. Et puis après, on pourrait avoir ce qu'on appelle du code routage, c'est-à-dire une zone libre, ou un peu comme pour ceux qui travaillent avec le service public, vous allez dire, voilà, moi je veux que tout ce qui concerne l'informatique, ça arrive au code routage 012 qui est le service informatique, etc., etc. Et donc, il va falloir obligatoirement renseigner, et donc là, bien analyser dans un premier temps. Si j'ai qu'un seul établissement, on va dire c'est le plus simple, hein, on va sélectionner le type d'adressage sirène. Voilà, je n'ai pas forcément de code routage, je ne vois pas l'intérêt d'en mettre, mais pourquoi pas. Si j'ai plusieurs établissements avec le même sirène, là je vais devoir faire la combinaison entre sirène et sirette, d'accord? Et à chaque fois les renseigner en fonction de mon établissement. Et après, si je suis dans une structure où j'ai des codes, un code routage qui me permet de faire parvenir les courriers en fonction du code routage, et bien là, je vais pouvoir le renseigner. Alors attention, le code routage, c'est du texte libre. Ça peut être un code, ça peut être simplement les premières lettres du service, info, mag pour magasin, etc. Jamais d'espace. Donc toujours, c'est une saisie libre, mais tout collé. D'accord? Et ces données de référencement et d'adressage sont ensuite transmises via le concentrateur de l'OD, hein, donc l'OD qui sera l'ODCGID, afin d'obtenir un identifiant, d'accord, de l'entreprise. Dans le système, on appelle ça le Customer ID. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez faire ça, vous allez recevoir donc un identifiant qui est votre identifiant de la plateforme pour pouvoir vous connecter. Chose aussi très importante, donc comme je disais, 4 types d'adressage. Donc on a le sirène, voilà, c'est la simple, j'ai qu'une entreprise, le sirène me suffit. J'ai plusieurs établissements avec le même sirène, donc là, je vais prendre du sirène-sirette. Et puis après, ce que je peux retrouver, donc deux zones libres. Alors, il y avait le suffixe, je n'ai pas encore trouvé l'intérêt, mais pourquoi pas. Surtout le code routage, ou si là, je veux faire un routage par service. Et donc là, on utilisera sirène-sirette plus routage. Et ensuite, on va indiquer mon adressage. Est-ce qu'il est pour mes factures entrantes? Est-ce qu'il est pour mes factures 130? Donc les factures entrantes, vous avez bien compris, c'est pour les produits CGI d'ICRP Finance. Mes factures sortantes, c'est pour la partie trade, manufacturing et services, hein, donc les 3 produits qui servent à émettre des factures. Et le mix, vous avez bien compris, c'est pour les 2. D'accord?
Alors, pourquoi on a ce choix-là? Eh bien, comme vous le savez, je reviendrai sur ça, hein, mais vous inquiétez pas, mais vous avez le droit de travailler avec plusieurs PA. Si vous avez un système complexe, où j'ai un outil spécifique pour la facturation, j'ai un outil CJ de compta, ils ne savent pas communiquer à deux malgré tous les efforts qu'on a fait, il n'y a pas possibilité, bah, on pourrait être contraint de dire, bah voilà, j'ai ma PA Cégide qui me servira pour réceptionner mes factures et j'ai une autre PA pour mes envois avec mon produit annexe. Et dans ces cas-là, bah, on pourrait dire, bah non, moi, dans mon Cégide, ma PA va me servir simplement que pour mes factures entrantes, ou même que pour certains établissements. Bah, moi, mes établissements, je ne fais pas une répartition de mes factures entrantes, c'est simplement ma société mère qui reçoit toutes les factures. Par contre, mes factures de vente, là, je veux faire une répartition par établissement. Donc, on pourrait imaginer ce mix de dire, bah, mes factures entrantes, c'est que pour mon établissement principal et, et qui pourrait faire les deux. Et par contre, concernant mes établissements, c'est simplement pour mes factures sortantes. Voilà, et c'est là où il y a un petit travail de réflexion, de savoir en fonction de ce que j'ai comme outil, en fonction de mon organisation, de mes établissements, si j'en ai plusieurs, comment je vais fonctionner et quelle sera la meilleure des solutions. Voilà. Alors, le petit visuel hein, qui vous montre hein, quelle est la méthode, etc. Et le visuel que je viens de vous mettre donc là à l'écran, eh ben, si vous allez vous connecter sur vos fiches tiers et principalement sur vos fiches clients, eh ben, vous allez devoir récupérer son mode de dématérialisation avec son type d'adressage. Et donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis en parallèle, chaque client doit vous indiquer sa ligne d'adressage sur laquelle il a choisi de réceptionner ses factures. Ça veut dire que vous aussi, quand vous avez mis en place vos adressages, vous allez devoir le communiquer à vos fournisseurs pour que eux, ils puissent le rentrer dans le système. Alors, aujourd'hui, on nous parle de le communiquer de façon manuelle. Là où j'ai pas encore l'information, mais je suppose que ça sera le cas, c'est qu'on va le récupérer parce que cette information-là va être mise dans l'annuaire, ça c'est sûr, hein, et vous pourrez vérifier dans l'annuaire son type d'adressage. Est-ce que ça remonte dans les outils de façon automatique? Ça, j'ai pas l'information. Aujourd'hui, c'est du manuel, c'est-à-dire que vous avez déterminé votre adressage, il va falloir le communiquer à vos fournisseurs pour que eux, dans leur ERP, ils puissent renseigner, bah voilà, comment ils vont devoir communiquer avec vous pour l'envoi de vos factures. Donc en fait, grosso modo, quels sont vos ou quelle est votre boîte aux lettres. Donc le petit nota bene, donc ces lignes d'adressage qui sont indispensables pour les factures fournisseurs, donc ça va alimenter l'annuaire central. Et c'est là où je n'ai pas l'information, et c'est pour ça qu'on précise bien, avant toute récupération de facture de la personne, vérifier au niveau de l'annuaire central que les lignes d'adressage sont bien présentes à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est du manuel. Est-ce qu'il y aura un automatisme permettant de récupérer cette information-là? Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. Alors, deuxième chose, toujours au niveau de l'adressage, donc comme je vous l'ai indiqué, une fois que vous avez paramétré ça, on a un petit bouton qui permet de lancer son référencement. Donc ça va permettre d'envoyer cette info via l'OD, via l'opérateur de démat, et ça va alimenter donc l'annuaire principal, et vous allez recevoir donc un Customer ID et un Onboarding ID, excusez-moi pour mon niveau d'anglais. Donc ça, c'est de façon automatique. Ce sont des identifiants de connexion. Ça veut dire que quelque part, vous êtes référencé pour de la démat, vous récupérez votre identifiant, un peu comme demain, vous créez votre banque, vous récupérez un user ID, etc. Ben là, c'est exactement le même principe. D'accord? Alors, et petite nouveauté, l'authentification
va passer par du CJ d'un compte. Alors, pour ceux qui sont en SaaS, le CJ d'un compte, allez, on va dire à 90%, vous l'utilisez déjà. Je sais qu'il y a certains clients qui sont encore dans l'ancienne méthode de connexion à SaaS. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont en SaaS, ils ont cette fenêtre qui vous permet de renseigner le login, le mot de passe, le domaine. Donc, le domaine, généralement, c'est le nom de la société. Donc, ça, c'était l'ancienne méthode et il est remplacé par une méthode qui est un CJ d'account. Et c'est quoi? C'est une connexion via votre compte CJ de Live. Alors, certains clients sont encore dans cette ancienne solution, donc je vais vous inviter à vous rapprocher assez rapidement de la société qui vous accompagne, hein. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est Cegid ou encore une fois un autre intégrateur? Pour justement passer sur cette nouvelle connexion. Pourquoi? Parce que premièrement, elle sécurise beaucoup plus les données. Deuxièmement, elle vous permet de vous connecter sur l'ensemble des produits de Cegid, dont la démat, vous avez bien compris. Et puis voilà, ce qui est déjà pas mal. Donc je vous incite véritablement à vous rapprocher pour mettre en place. Et oui, la troisième raison, c'est que vous avez peut-être eu l'information, mais Cegid va changer de serveur. Ils vont passer sur les serveurs AWS, hein, de mémoire Amazon. Et là, je pense que si on n'est pas, on est encore dans l'ancienne connexion SaaS, ça risque peut-être de bloquer. Donc là aussi, cette migration qui doit avoir lieu, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que ça doit être, pas courant d'année, mais j'aurais dit plutôt au mois d'avril. Bah là aussi, il va falloir penser quand même à le faire. Alors ça, c'est rapide, hein, ça prend 1 heure. Grosso modo, c'est pas très compliqué, on pourra vous accompagner, mais je vous conseille de passer par cette nouvelle méthode de connexion. Et bien évidemment, bah, pour le on-premise, on n'utilise pas de CGV à coude, hein, parce qu'on se connecte normalement, mais par contre, on aura l'obligation d'avoir du CJ d'account pour pouvoir se connecter donc à la dématérialisation de factures, donc au moins à l'OD CJ si on prend l'OD CJ, ou à la PA CJ. Donc tout applicatif CJ, que vous soyez en on-demand, en on-premise, chaque utilisateur qui va être concerné par ça devra avoir un compte CJ Life et une connexion CJ d'un compte. Et là aussi, je vous conseillerais de vous rapprocher de votre intégrateur. Voilà, grosso modo, donc CJ d'un compte, c'est la nouvelle méthode de connexion pour les clients en CJ de SaaS. Et si vous êtes dans l'ancienne connexion, c'est ce que je vous dis, bah, je vous recommande d'y passer assez rapidement. Et pour les clients en on-premise, CJ vous permettra de vous connecter donc sur la PA Cegid ou le déciser si vous optez pour une autre PA. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, la DGFiP a publié donc les différentes plateformes qui ont obtenu l'agrément définitif. Sincèrement, je pensais qu'il allait en avoir moins, mais en fin de compte, sur les 106, 108, 109 inscrits, ben, il y en a eu 102 qui ont leur agrément. Donc je pense qu'il y en a qui ont, soit ils se sont regroupés, soit ils ont décidé de ne pas le faire. Mais voilà, aujourd'hui, il y a à peu près 102 plateformes agréées par la DGFiP. Donc vous avez le choix. Et c'est justement la question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je prends la plateforme de Cegid? Est-ce que je prends la plateforme que me préconise mon intégrateur? Est-ce que je prends une autre plateforme? Eh bien, je dirais, c'est en fonction de votre analyse. Je vais prendre un exemple très simple. On travaille à deux dans une petite structure. J'ai du CJ de compta, j'ai du CJ de gestion commerciale. On ne fait pas de workflow de validation, de bons à payer, on n'est qu'à deux à travailler. Bah, est-ce que je vais prendre une solution tierce? Bah non, je vais peut-être prendre ma plateforme agréée Cegid. Pourquoi? Parce que la plateforme agréée Cegid va respecter le strict minimum que nous impose la DGFiP. C'est quoi? C'est un, réceptionner les factures dans les 3 formats qu'on nous impose, hein, facture PDF ou facture X, UBL, etc. Et permet d'envoyer vos factures via la plateforme. Par contre,
et ce n'est pas une obligation imposée par la DGFiP. Je n'ai pas de workflow de validation, je n'ai pas de workflow de bons à payer, et je ne vais pas garder les documents à valeur probante. À valeur probante, ça veut dire que quelque part, que mes documents sont archivés, horodatés, et surtout une certification de l'intégrité de cette facture. Cégide, là, a décidé de dire, bah, moi, je fais au plus simple, d'accord? Et je laisse les autres acteurs proposer des solutions, pourquoi pas plus importantes, où je vais retrouver du workflow, de validation, de BAP, de la GED, pourquoi pas pour stocker les documents, etc. Donc, si demain, moi, je n'ai pas besoin de gérer workflow de validation, de gérer des bons à payer, pourquoi pas d'archiver à valeur probante mes documents, eh ben, je peux prendre simplement la plateforme Cégide qui va faire le strict minimum, mais qui va faire le nécessaire, l'envoi de mes factures, la réception de mes factures, et bien évidemment le e-reporting et le cycle de vie de mes factures. Pour cela, pour ceux qui décident de prendre la plateforme Cégide, eh ben, vous pouvez dès à présent vous inscrire. Donc l'inscription, j'ai mis, alors vous avez le lien, mais on pourra vous l'envoyer si vous le souhaitez. Et vous allez vous connecter avec, en s'identifiant aussi avec France Connect. Alors c'est assez simple, vous allez voir, l'inscription se fait en 4 étapes. Je vais m'authentifier via France Connect, donc bien évidemment, il faut que ça soit le mandataire légal de l'entreprise en France. Une fois que vous êtes authentifié, vous allez sélectionner l'entreprise à inscrire dans la liste proposée. D'accord? Donc, choisissez la bonne entreprise. Si vous avez plusieurs sociétés, bien évidemment, vous avez plusieurs inscriptions à effectuer. Vous allez renseigner donc vos informations professionnelles, hein, coordonnées, mail, téléphone professionnel, d'accord? Et vous allez indiquer que vous utilisez l'APA Cégide. À partir de là, vous allez signer un mandat. Donc, pour finaliser donc l'inscription, et vous allez recevoir une confirmation par mail. D'accord? Donc, la signature est obligatoire. Et vous allez certifier que le mandataire légal s'inscrit à l'APA, donc à la plateforme agréée CJ, et ça va alimenter l'annuaire public. Et on saura que, imaginons, Extrémité travaille avec l'APA CJ aussi bien pour les flux entrants que les flux sortants. C'est un exemple, je n'ai pas dit qu'on travaillait avec l'APA CJ. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, si, voilà, qu'est-ce qui va se passer si je travaille avec l'APA Cégide? Eh bien, je vais avoir un petit peu de paramétrage. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'APA Cégide, c'est une solution basique, hein, je reçois, j'envoie les différentes informations. Donc, premièrement, on va retrouver ici, toujours dans les paramètres société, hein, je vous ai mis le chemin, mais les différentes informations avec mon Cégide Account, avec quelle est la plateforme, etc. Pour lequel, donc ça, c'est les identifiants que vous allez recevoir. Et vous inquiétez pas, là, c'est à titre d'exemple, mais c'est assez simple de renseigner parce que vous allez recevoir les informations de l'APA une fois que vous êtes enregistré. C'est-à-dire quel est l'URL que vous devez utiliser, quel est le flux, le renseignement au niveau du flux. Tout ça, c'est simplement un peu une fiche d'identité. Comme demain, vous créez un service bancaire, vous avez une zone de paramétrage avec les différentes zones à renseigner et vous recevez ça dans une fiche d'identité. Donc, aucune difficulté, simplement, il faut le renseigner dans les paramètres société. Ensuite, alors là, ça va concerner tous ceux qui vont utiliser Cégide soit dans les deux flux, soit dans un flux sortant, ou même dans les flux, surtout dans les flux sortants, c'est ce qu'on appelle la catégorie de facture. Alors, la catégorie de facture, si vous avez fait un petit peu attention pour ceux qui utilisent manufacturing, services ou la gestion commerciale XRP Trade, vous allez devoir notifier que telle facture concerne une facture de bien, une facture de service ou une facturation mixte où je retrouve du bien et du service. Donc, je vous ai mis les codes les plus utilisés, le B1, le S1, le M1. Alors, ces codes-là ne sont pas des codes inventés, ce sont aussi des codes normalisés
pour l'ensemble des ERP. Et donc, cette notification doit apparaître sur vos factures et va apparaître donc sur le format qui a été adopté. Alors pour Cegid, ça sera du PDF au FactureX, mais ce code apparaîtra. Et vous allez retrouver donc une table pour laquelle vous allez avoir différents types de dépôts. Demain, vous avez des factures d'acompte. Eh ben, il va falloir activer. Alors, je crois, je vais un peu vieux au niveau, mais je n'ai plus le numéro. Mais voilà, par exemple, le B4, eh ben, vous allez devoir activer le B4 en disant que je réalise des factures d'acompte et je dois faire apparaître ce code, aussi bien sur ma facture que aussi bien dans ma démat, que cette facture est une facture d'acompte. Demain, je reçois des paiements au comptant avant la livraison. Donc, je demande à mon client de me payer et je lui livre. Et ben, vous avez aussi un statut de facture qui est facture déjà payée. Voilà. Et donc là, il va falloir lister. Donc là aussi, un travail préparatoire de votre côté où vous allez devoir donc lister les différentes catégories de factures que vous utilisez au sein de l'entreprise. Je parle bien, ça, ce sont pour vos factures de vente. D'accord? Même si ce n'est pas encore aujourd'hui, c'est pour septembre 2027, mais comme je vous ai dit, si vous êtes prêt pour la réception, peut-être que vous allez être prêt beaucoup plus rapidement et que beaucoup plus rapidement, vous allez émettre vos factures de façon dématérialisée. Donc là, voilà, vous avez une table d'une vingtaine de catégories de factures. À vous, simplement, un petit bouton visible, hein, comme vous voyez à l'écran, le fait de le cocher fait que quand vous allez faire vos factures, vous allez pouvoir sélectionner quel est mon type de facture. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'automatisme. Alors, si, hein, je mens, il y a un petit automatisme. Si demain je fais que de la facture de biens ou si je fais à 80%, à 90% de la facture de biens, dans les paramètres société, je vais pouvoir dire, voilà, par défaut, tu affiches le code B1 parce que je fais des factures de biens et ça sera à moi, l'utilisateur, à modifier. Ah, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Quelles sont les répercussions sur ça? Je ne pourrais pas vous dire. Mais ce qui pourrait être dangereux, c'est qu'on fait les factures, on ne fait pas attention, et en fait, toutes nos factures sont factures de biens, et derrière, je vais retrouver la facture de service, mais que je ne l'ai pas mis en facture de service, etc. etc. Hein. Mais il y a possibilité de mettre au moins une zone par défaut, parce qu'à 90%, c'est ce que j'utilise. Si vous optez donc pour la PACJ, il y a aussi du paramétrage sur la comptabilisation. Oui, j'ai décidé de recevoir mes factures via Cegid, via la PA Cegid. Et je vais devoir, alors au même titre que si vous utilisez une autre plateforme, je vais devoir mettre en place ce qu'on appelle un scénario ou des scénarios de comptabilisation. C'est-à-dire dans quel journal je vais le mettre, au niveau du libellé, est-ce que je vais récupérer par exemple la référence plus le numéro de facture, hein, vous aurez 3-4 choix qui permet de récupérer, de dire moi je veux dans mon libellé récupérer le numéro de la facture, la référence de la facture et pourquoi pas le nom, le nom du fournisseur. Et donc là, je vais indiquer mon paramétrage par défaut, je dis bien par défaut, en indiquant, voilà, quand je vais recevoir une facture dématérialisée, dans quel journal je veux l'affecter, etc. Alors, je vous rassure aussi par derrière, je ne l'ai pas mis parce qu'il y avait d'autres fenêtres aussi et je ne pouvais pas tout mettre, mais on reviendra peut-être un peu plus en détail, peut-être dans un prochain webinaire ou autre, sur le paramétrage pour ceux qui ont opté pour la PACGID. Mais il y aura aussi la possibilité de créer des modèles d'écriture comptable, un peu comme vous utilisez aujourd'hui des modèles quand vous faites vos saisies, mais ce seront des modèles qui seront utilisables pour la comptabilisation de vos e-factures. Parce que bien évidemment, on va avoir des frais généraux qu'on va peut-être mettre dans un journal frais généraux, on va avoir des factures d'achat marchandises, et pourquoi pas, j'ai une troisième catégorie pour un autre type d'achat. Donc on va pouvoir prévoir des modèles spécifiques de comptabilisation pour tout ce qui est e-facture que je vais réceptionner. Alors, les prérequis, comme je vous ai dit, la plateforme agréée Cegid, c'est le strict minimum. Ça veut dire que vos factures, elles vont arriver sur votre serveur ou sur votre PC.
elles ne sont pas stockées sur un serveur de Cegid qui va les garder pendant X temps. Non, elle va transiter par l'OD de Cegid qui va devoir la déposer à un endroit donné. Et donc, bah, un des prérequis, c'est se créer un dossier que moi j'ai appelé, je l'ai mis sur mon PC, je l'ai appelé FactureX, qui fait que quand je vais réceptionner mes e-factures, elles vont se déverser dans ce dossier-là. Donc, je vais recevoir mon PDF au format FactureX directement sur ce répertoire-là. Et ensuite, je vais devoir paramétrer mon système d'écriture en disant, bah, tu vas aller rechercher ces factures dans ce répertoire-là. Hein. C'est pour ça que dans la deuxième partie, vous voyez dans quel répertoire je vais lire si j'ai des documents. Et puis après, bah, il va avoir tout un contrôle. Sachez que si demain, vous recevez une facture et que certaines informations sont manquants. Hein. Imaginons, vous recevez une facture d'un fournisseur, vous n'avez pas mis à jour la fiche. Alors, ce qui pourrait arriver, c'est que ça bloque via la plateforme. Mais là aussi, vu qu'il va faire un contrôle pour aller rechercher les informations, eh ben, il pourrait ne pas faire l'écriture comptable parce que le numéro de SIRET n'est pas renseigné dans votre fiche. Donc, d'où l'importance, hein, justement, de travailler en amont toute cette partie-là. Là, je parle bien, attention, hein, je parle bien, c'est la réception et la comptabilisation si demain, j'ai décidé de prendre la plateforme Cegid. Alors, on a parlé sur la plateforme agréée Cegid. Maintenant, si je prends une plateforme agréée autre que Cegid, comme je vous l'ai indiqué, vous avez 102 acteurs dans ce domaine-là. Vous êtes libre de sélectionner avec quel PA, et on peut mettre au pluriel, hein, c'est l'exemple que je vous ai expliqué, avec qui vous allez travailler. En fonction des outils que vous utilisez, en fonction de plusieurs choses, dont une qui peut être importante, ce sont les cas d'usage. Alors je répète, mais il y a à peu près entre 40 et 50 cas d'usage, et toute plateforme ne va pas forcément faire tous les cas d'usage. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans les cas d'usage? La facture d'acompte, c'est un cas d'usage. Demain, vous remettez vos factures à un organisme. C'est un cas d'usage. Vous faites du mandat de facturation. Alors, mandat de facturation, c'est que vous faites les factures de vos clients. C'est un cas d'usage. Toutes les PA n'ont pas l'obligation de faire ces cas d'usage. Donc déjà, il y a aussi une réflexion sur est-ce que la PA que j'ai présélectionnée, donc déjà, est-ce que j'ai des cas d'usage? Si oui, les PA que j'ai présélectionnés respectent-ils ce cas d'usage, hein? Parce que ce n'est pas une obligation. Je, je le répète. Donc ça aussi, première chose. Deuxième chose, euh, j'ai un produit Cegid, donc imaginons, j'ai ma compta Cegid, j'ai un logiciel de facturation qui est peut-être maison, qui est d'un autre éditeur, comment ça va communiquer? Si je choisis tel ou tel PA, est-ce que j'arrive à le communiquer avec mon logiciel de gestion commerciale? Est-ce que j'arrive à communiquer avec mon CJ de comptabilité, hein? Alors, grosso modo, CJ de comptabilité, c'est le cœur du système. Pourquoi? Parce que c'est lui qui comptabilise les factures, aussi bien entrant que sortant. C'est lui qui va gérer tout ce qui est transactions avec tout ce qui ne rentre pas dans les RFE, hein, donc c'est-à-dire les factures enfin les factures intracom, les factures d'export, tout ce qui est non assujetti. Et c'est lui qui va transmettre donc bien sûr le e-reporting. Et c'est lui qui va aussi mettre à jour toutes les informations de cycle de vie, hein, comme j'ai déjà parlé, mais la mise en paiement de la facture, la réception du paiement de cette facture, etc. Tout ça, bah, c'est votre contact qui le transite, grosso modo. Donc c'est pour ça que j'ai toujours expliqué que votre cœur de système, c'est la compta. Et c'est peut-être ça la chose la plus difficile pour trouver les interfaces avec l'APA que vous allez choisir. Donc, j'ai mis un petit schéma. Alors, je ne prendrai pas le dernier où il n'y a rien. Donc, en fait, première solution, c'est celle que je vous ai présentée. Je prends la plateforme agréée de Cegid. Et bien, ça fait tout.
Donc, ça va s'occuper de réceptionner, d'envoyer vos factures, de faire la comptabilisation, de mettre à jour les cycles de vie, d'envoyer, de mettre à jour le référentiel via, c'est-à-dire les coordonnées des entreprises via l'annuaire. Ça va récupérer en principe aussi la mise à jour pour mettre à jour vos fichiers, etc. Et ça va générer les cycles de vie, envoyer vos e-reporting, etc. Demain, vous ne prenez pas la PA Cégide, vous prenez une autre PA parce que vous avez besoin de gérer des workflows de validation ou aussi de gérer des workflows de bons à payer. Et puis en plus, vous voulez avoir une valeur probante des factures que vous réceptionnez et donc d'avoir un archivage horodaté avec valeur probante. Comme la PA Cégide ne vous propose pas, j'ai décidé de prendre une autre PA. Dans ces cas-là, vous voyez, si je prends la PA tierce, donc c'est lui qui va faire la transmission des flux d'invoicing, de e-reporting, qui va faire la console de supervision, qui va faire votre archivage de documents avec cette valeur probante et qui va faire tout ce qui est le contrôle et le routage. Et dans ces cas-là, si vous prenez une PA autre que Cegid, il faudra prendre quand même l'OD de Cegid qui permet de faire la communication entre votre PA tierce et vos outils Cegid. Donc là, on a l'obligation au minimum de prendre l'opérateur de démat. Alors si demain, par contre, je décide de rien prendre auprès de Cegid, là, il y a tout un travail de fou parce que tout ce qui est la transcodification, tout ce qui est la gestion de mise à jour des flux, aussi bien dans votre PA, etc., enfin, toutes ces choses-là, il y a tout un développement à faire. Et là, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Donc, nous, principalement, ce qu'on préconise, c'est si demain vous prenez la PACJ, vous êtes tranquille. Vous achetez le module PACJ, vous allez payer les flux entrants, sortants, vous allez faire du paramétrage, comme on a vu tout à l'heure dans Cegid. Voilà, c'est entre guillemets assez simple. Si vous prenez une PA tierce, il y a un petit peu de travail parce que il va falloir que vos deux outils puissent communiquer, que votre PA communique aussi bien descendant qu'en montant avec l'ODCJ. Et ça, la communication, elle ne se fait pas nativement. Donc, comme je vous ai dit, il faudra prendre l'offre Cegid, mais pour que ça puisse communiquer, on ne communique pas avec des fichiers TRA comme vous avez déjà connu, pour importer les écritures, même pour importer les tiers. Ça ne marchera plus. On va devoir utiliser ce qu'on appelle des Web API. Alors, grosso modo, c'est quoi la Web API? C'est un chemin informatique qui envoie des données, aussi bien en montant, en descendant. C'est normalisé, c'est du code JSON si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans la matière. Sauf que pour pouvoir communiquer, il faut aussi prendre un bouquet Web API Cegid qui vous autorise à communiquer entre l'APA et l'OD de Cegid par des Web API normalisés et qui mettent à jour la base de données. Que ce soit l'écriture comptable, que ce soit la validation du bon à payer, etc., etc. Et en plus, je préconise fortement de prendre le deuxième module qui est le OData. Alors, le OData, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais vous allez comprendre très concrètement mon bouquet Web API va me permettre de descendre des informations de ma PA vers Cegid. Les écritures, les acceptations de bons à payer, etc., etc. Mon data va permettre, lui, d'envoyer des données de Cegid vers ma PA. Oui, la première fois que vous allez installer votre plateforme agréée tierce, on va remonter ce qu'on appelle un référentiel. Donc, c'est votre base tiers, vos journaux, vos comptes comptables, etc. Parce qu'en fait, en fonction de l'APA que vous avez sélectionné, vous allez avoir besoin de tous ces éléments-là. Mais bien évidemment, votre compta, vos tiers vont évoluer. Demain, vous allez créer peut-être un nouveau fournisseur, vous allez créer un nouveau plan comptable, vous allez créer une nouvelle donnée. Le but, c'est que cette mise à jour se fasse aussi par Web API. Et le OData permet de créer, je vais rentrer dans le terme, excusez-moi, de query, qui va permettre de dire, voilà, j'ai créé plusieurs queries, excusez-moi, une qui va permettre
d'alimenter mes tiers, c'est-à-dire que voilà, à chaque fois que je vais créer un nouveau fournisseur dans Cegid, et dans ma PA, dans un délai de 2-3 minutes, hop, ça va se créer directement dans ma PA. Donc une mise à jour pratiquement en temps réel par système de Web API. Et c'est l'OData qui va me permettre de créer qu'est-ce que je veux mettre à jour et quels sont les éléments que j'envoie à ma PA pour que ma plateforme que j'ai sélectionnée, hein, qui est un outil, qui est un logiciel de toute façon, puisse avoir les informations en temps réel. Donc je dis attention, et là je mets vraiment attention. Ça ne se fait pas nativement. Oui, vous achetez ces deux modules-là, mais il faut aussi prévoir la communication de Web API entre les deux outils et surtout de votre PA vers Cegid et inversement. Et là, soit l'éditeur a déjà prévu quelque chose. Alors, je vais faire mon bon samaritain, mais si demain vous présélectionnez, demandez-leur de vous montrer en temps réel que réellement ça se met à jour. Parce que c'est facile de dire oui et après on verra. Non, ça c'est mon petit conseil que je dis à chaque fois que je rencontre certains de nos clients. Et si c'est pas prévu, deux choses. Est-ce que votre partenaire souhaite le faire? Et si oui, à quel coût? Hein? Donc c'est pour ça qu'attention, prévoir un coût de développement avec votre prestat pour que sa plateforme puisse communiquer avec le DCJ. Certains prestataires vous diront non, pour X ou Y raison. D'autres vont vous dire oui, mais à certains coûts. Donc voilà, là aussi, un des axes pour la sélection de sa plateforme agréée. D'accord? Ouais, on parlait des cas d'usage, on parlait de certaines choses. Là aussi, quelle est la communication entre les deux? Et ça ne peut pas être de fichier plat. Pourquoi? La raison, elle est très simple. Un fichier plat peut envoyer, vous envoyez vos écritures comptables, elles vont s'inscrire dans votre comptabilité. Ça ne modifie jamais une écriture. Donc demain, vous gérez des bons à payer, etc. Votre écriture, elle ne pourra jamais être modifiée. Et c'est pour ça qu'on utilise des systèmes de Web API. Et demain, vous êtes en SaaS, c'est vraiment par du Web API qu'on va travailler. Alors, une question qui m'a déjà été posée, peut-être qu'on me la reposera, mais j'en profite, je devance. Demain, vous faites l'acquisition des Web API de OData, ce n'est pas que pour de la démat. Demain, ces Web API pourront être utilisés. Demain, tiens, j'ai du BI. On pourrait dire, pour faire la communication avec mon BI, au lieu que j'attaque ma base de données SQL en live, je pourrais travailler par des Web API. Demain, j'ai un logiciel, je ne sais pas, je vais dire de notes de frais. Je pourrais dire, au lieu de faire des fichiers TRA, je pourrais communiquer par Web API, que ça envoie mes écritures, etc., etc. Hein. Donc voilà. Donc c'est l'achat à un coût, mais il va pouvoir servir à d'autres applicatifs, pourquoi pas d'autres logiciels de métier, etc. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà participé aux autres webinaires, nous, on a retenu une solution qui est la société Cadient. Ça fait 1 an que nous travaillons avec eux parce que nous, on a décidé de créer justement ce connecteur entre leur outil, donc Cadient est bien sûr agréé comme plateforme de dématérialisation, et donc de créer un connecteur pour que leur outil communique directement avec Cegid XRP Sprint, aussi bien en SaaS que on-premise, par justement les Web API. Donc, quelque part, Cadient et Extrémité ont décidé de travailler main dans la main, de travailler justement sur cette communication pour qu'on puisse vous proposer un outil de plateforme agréée qui communique sans coût supplémentaire de développement. Alors, aujourd'hui, certains l'ont déjà vu en démonstration, donc Cadient permet donc aussi bien de recevoir donc là, la partie Beanworks, donc de recevoir les factures, d'accord, va communiquer avec Cegid aussi bien en montant qu'en descendant. Hein, donc, la facture va arriver, une écriture comptable va se faire automatiquement dans la compta dans un délai de 3 à 4 minutes. On va pouvoir gérer des workflows de validation. Alors, nous, ce qu'on a imaginé, c'est que si demain vous mettez en place, et encore une fois, ce n'est pas une obligation, donc Allianz,
enfin dans Beanworks, de mettre des workflows de validation. Mais si demain vous mettez un workflow de validation, l'écriture, quand la facture va arriver, l'écriture va se générer obligatoirement pour respecter ce que nous impose le cahier des charges de la DGSIP. Simplement, c'est que cette facture va avoir un mode de règlement qui s'appelle ATT-BAP, donc en attente de bon à payer ou de validation. Et donc, cette écriture-là ne pourra pas être utilisée dans Cegid suivi des règlements pour la mise en paiement. C'est ce qui nous permet de la bloquer. Lorsque on utilise des workflows de validation ou de bons à payer, eh ben, le dernier valideur qui, lui, va attester en disant, parce que je peux avoir 1, 2, 3 ou 4 phases de validation, il n'y a pas de limite, mais le dernier valideur, c'est lui qui va valider le bon à payer. Toujours par web API, l'écriture va se modifier et le mode de règlement ne sera plus en ATT-BAP, mais sera dans le mode règlement comme c'est prévu sur la facture, virement, chèque, espèce, enfin voilà, les différents modes de règlement. Vous allez pouvoir aussi, bien sûr, avoir de l'archivage et de l'horodatage à valeur probante de vos factures. Donc la même chose, nous, comment on l'a imaginé, c'est que vous allez pouvoir avoir votre armoire informatique avec des classeurs. Et pour chaque classeur, vous allez retrouver des intercalaires. C'est toujours l'exemple que je prends. Donc demain, vous avez le classeur informatique. Et dedans, vous allez retrouver du matériel, logiciel, divers, etc., etc. Ce qui va vous permettre d'organiser votre classement à votre guise, parce que c'est totalement paramétrable, ce qui vous permettra de retrouver facilement par système de recherche multicritères. Tiens, je voudrais avoir toutes mes factures d'achat de logiciels de telle date à telle date. D'accord? Tout ça, bien sûr, le logiciel, donc Beanworks, est une solution SaaS. Il conserve vos factures pendant 10 ans à valeur probante, comme je vous ai indiqué. En termes de coûts, c'est multi-société, c'est multi-utilisateur et particularité, parce que dans CGID, on gère du multi-établissement, c'est multi-établissement. Donc demain, ce ne sont pas des coûts supplémentaires. Que j'ai 2 utilisateurs, 500 utilisateurs, une société, 10 sociétés, ce n'est pas un coût supplémentaire. Les coûts, c'est la mise en place, et puis après, ben, c'est les flux entrants au niveau de vos factures. D'accord? Ce qui est à prévoir, parce que bien évidemment, ce n'est pas terminé, mais nous, on attendait d'avoir, être sûr que Beanworks, bon, on ne se faisait pas d'illusions, on savait très bien qu'ils allaient avoir l'agrément, mais c'est surtout qu'on attendait des informations de Cegid. Eh bien, on a prévu quoi? On a prévu, de ça, on n'attendait pas les informations Cegid, mais de récupérer le lettrage. Pourquoi? Parce que demain, quand vous allez réceptionner la facture, vous allez la payer, l'écriture va être lettrée. Le but, c'est que dans Beanworks, on récupère le lettrage qui vous permettra à vous de savoir, ou même pour un valideur ou pour votre responsable qui a besoin de visualiser, pour avoir quelles sont les factures qui sont réglées ou pas, sans forcément vous questionner, il aura l'information. Pour imaginer que un responsable d'achat, même chose, a besoin, à un appel de son fournisseur, tout de suite, sans vous questionner, pour avoir quelles sont les factures qui ne sont pas encore en paiement ou quelles sont les factures qui sont déjà payées. On va faire aussi, bien sûr, et c'est ça qu'on attendait, c'est les cycles de vie de la facture. Comme vous le savez, il y a 12 cycles de vie. Donc, on attendait les web API de Cegid, on les a obtenus. Donc, le but, c'est que, oui, les cycles de vie seront visibles dans Cegid, mais seront visibles aussi dans le Beanworks pour savoir, voilà, ma facture, ou aussi bien ma facture que j'ai envoyée, est-ce qu'elle a été acceptée, réceptionnée, est-ce qu'elle est en paiement, etc., etc. Donc là aussi, c'est ce qu'on a prévu dans le travail. Et la dernière petite chose, c'est le rapprochement avec les bons de réception. Donc ça, c'est de plus en plus demandé. Et c'est aussi un travail que nous allons faire, c'est-à-dire que de récupérer vos factures provenant soit de Cegid ou d'un autre outil de gestion commerciale, pour dire que quand vous allez réceptionner la facture de votre fournisseur, il vous propose les bons de réception qui ne sont pas encore transformés en facture. Ce qui vous permettra à vous, de pointer les bons de réception, mais surtout de vérifier que les quantités comme les tarifs sont identiques à ce que moi j'ai renseigné dans mon outil de gestion commerciale. Donc ça, ces choses-là, nous, ce qu'on a prévu, c'est que pour juin,
on ait fait le maximum et qu'on ait fait ces 3 points-là pour qu'on ait une solution qui corresponde dans la demande du marché actuellement. Alors après, il y aura d'autres choses qui vont arriver, hein, bien évidemment. Mais voilà, pour nous, mois de juin, c'est qu'on ait la récupération du lettrage. Donc ça, c'est pratiquement terminé. Euh, le cycle de vie de la facture, bah là, on a tout ce qu'il faut au niveau des web API. Et le rapprochement des bons de réception, bah là, c'est surtout comment on va les récupérer. Alors, Cegid, on aura bah, justement le haut data nous permettrait de les récupérer, parce que vous voyez, un exemple du haut data, c'est qu'on pourrait récupérer les bons de réception qui sont en statut vivante, hein, parce que dans Cegid, on parle de vivante et de morte, donc ils n'ont pas été transformés. Par contre, avec les autres outils, on a chez Cadient un outil qui permettrait de récupérer et d'alimenter automatiquement par système de fichiers. Donc voilà, donc là, il faut qu'on prévoie les deux possibilités. Voilà, pour vous présenter rapidement un petit peu la solution de Beanworks, ils ont une autre solution pour les factures sortantes bah, qui est beaucoup moins compliquée parce que bah, envoyer des factures dans le bon format ou même si ce n'est pas dans le bon format, n'importe quel PA est capable de le faire. Mais si ça aussi, ça vous intéresse, vous avez la solution InPrice Invoice qui permet d'envoyer via la plateforme dématérialisée vos factures de vente. Et bien sûr, de mettre aussi à jour les différents cycles de vie et statuts de la facture. Alors, ce que vous propose Extrémité, il n'est pas trop tard, mais nous pouvons vous accompagner et plusieurs entreprises nous ont déjà fait confiance et on a déjà réalisé la possibilité de faire un accompagnement sur la réforme de la facture électronique. Alors, concrètement, demain, vous avez une compta Cegid, vous avez une gestion commerciale Cegid, on n'en a pas besoin. Mais vous avez une ou plusieurs gestions commerciales parce que vous avez plusieurs entités, parce que vous avez plusieurs activités, vous avez une ou plusieurs comptabilités, et ben nous, on réalise un accompagnement pour faire de l'analyse auprès de vos structures. Donc, qu'est-ce qu'on va analyser? Ben, on va analyser vos activités, vos systèmes d'information, ben, quels sont les outils que vous utilisez aussi bien pour la facturation que pour la comptabilité. Et on va analyser vos process d'achat, vos process de vente. À partir de là, on va constater peut-être des choses qui ne sont pas cohérentes, des axes d'amélioration. On va vous accompagner de dire, bah voilà, avec quel PA il faudra peut-être travailler, comment il va falloir travailler, qu'est-ce qu'il va falloir peut-être remettre en cause certaines choses. Alors, je prends un exemple, mais j'ai vu chez un client, on s'est aperçu que 3-4 services étaient en charge de pouvoir créer des clients, voire même des fournisseurs. Donc, il y avait le magasinier, il y avait le service SAV, il y avait l'ADV, etc. Puis en fait, on s'est aperçu que c'est dû arriver, qu'il n'y a pas forcément de système de contrôle et on retrouve 3 fois le même client avec des codes différents. Et bien évidemment, les 3 clients ont été le même client, ces 3 comptes ont été utilisés pour faire de la facturation. Donc voilà, et donc on réalise donc un rapport sur ce qu'on a constaté, ce qu'on vous préconise, et peut-être pourquoi pas un rétro-planning qui vous permet de dire voilà ce qu'il va falloir faire pour justement que vous soyez prêt pour le premier, on va dire le 1er septembre, enfin que vous soyez prêt et que vous travaillez dans la sérénité. Donc ça, on l'a déjà réalisé pour plusieurs entreprises. Alors bien évidemment, on le fait en fonction des éléments communiqués par la DGFiP. On ne va pas s'avancer sur des choses qu'on n'a pas l'information. Un peu comme tout à l'heure, je vous disais, voilà, vous devez renseigner votre titre d'adressage sur l'annuaire, mais est-ce que ça va aujourd'hui c'est manuel? Est-ce qu'il va y avoir un automatisme? Voilà, on ne va pas s'avancer sur cette partie-là. Mais sachez qu'on peut vous accompagner sur ça. On peut vous accompagner aussi sur, pourquoi pas, du paramétrage. Demain, vous prenez la PA Cegid, c'est complexe pour vous, pour X ou Y raison, vous n'avez pas le temps, on peut aussi vous accompagner pour mettre en place le paramétrage. Demain, vous prenez tel PA, mais il faut vous accompagner pour la mise en place des web API. Je vous parlais tout à l'heure du service développement. Voilà, ça aussi, ça peut être un accompagnement pour
pour la mise en place de connexions web API entre Cegid pourquoi pas la plateforme que vous avez sélectionnée. Alors bien évidemment, c'est un accompagnement, c'est-à-dire que votre partenaire devra être accessible et devra aussi y mettre du sien, mais voilà, on peut l'aiguiller parce qu'il n'y a pas forcément les connaissances de Cegid, donc voilà, pourquoi pas, on pourrait lui apporter son aide. Donc voilà les différentes offres qu'Extrémité peut vous proposer. Et donc là, n'hésitez pas, vous revenez auprès des chargés de clientèle ou des ingénieurs commerciaux pour justement les solliciter, expliquer un petit peu ce que vous avez besoin et à partir de là, on s'efforcera de répondre rapidement et de vous accompagner sur vos différents projets. Alors, j'ai fini pour ma part, 10h42. Bon, on est pas mal, hein, je voulais faire en 1 heure, mais il y avait quand même pas mal de sujets. Alors, je ne suis pas rentré dans tout parce qu'il y a encore d'autres paramétrages et ce n'était pas le but. Le but, c'était de voir un petit peu les possibilités. On va finir, on va se donner encore peut-être 5 ou 10 minutes, hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions et je vais donner la parole à Mathilde parce que je parle beaucoup. Donc, je vais laisser Mathilde prendre la parole et voir si vous avez des questions et n'hésitez pas par rapport à ça. À toi, Mathilde. Je ne sais pas si tu Bonjour à m'entends. tous, est-ce que tu m'entends bien? Eh bien, Mathilde. C'est parfait. Alors la première question, c'était madame Carpentier, au début du webinaire, qui demandait si les adresses sont nécessaires si on a une autre PA que Cegid. Alors, je suppose que Madame Carpentier veut parler de l'adressage. Alors, si vous avez une autre PA que Cegid, qui va s'occuper aussi bien de l'envoi que de la réception, on n'a pas besoin de faire cet adressage. Parce que justement, c'est cette PA qui va réceptionner et qui va aussi bien réceptionner ou peut-être faire l'envoi. Et c'est cette PA qui va aussi envoyer, ce qu'on disait tout à l'heure par Web API, les écritures comptables. Donc oui, dans ce cas-là, pas besoin de le faire. Par contre, si vous avez plusieurs établissements, etc., là, il faudra quand même, de toute façon, définir un adressage qu'il faudra communiquer pour dire, bah voilà, moi avec ma PA, alors je vais prendre Beanworks, hein, je vais faire un peu de publicité pour Cadient, mais si demain je prends Cadient avec Beanworks, bah, il faudra quand même que je définisse comment sera mon adressage. Est-ce que j'ai des codes routage ou c'est simplement du sirène? Donc c'est le plus simple hein, et le plus basique. Mais il faudra le renseigner au moins quelque part, généralement dans sa PA. Je ne sais pas si j'ai été clair, faut le dire. Alors ensuite, deuxième question, c'est monsieur Barthes. Est-ce que Cegid peut communiquer avec SAP en compta? Alors aujourd'hui, Cegid ne communique avec personne. Donc Cegid a laissé, devait même à un moment donné nous dire avec quelle plateforme ils allaient nous recommander de travailler. Bah, aujourd'hui, on n'a toujours pas l'information et je ne sais pas, mais dans plusieurs webinars ou même plusieurs rendez-vous que j'ai eu avec Cegid nous laissait totalement la liberté de travailler à n'importe quel PA. Sauf qu'ils ont bien expliqué, si vous travaillez avec tel PA, à vous de prendre en charge aussi bien l'intégrateur que la plateforme que vous avez utilisée pour les développements de connexion Web API. Donc, si demain vous avez SAP, alors encore une fois, même chose, SAP vont vous proposer une certaine PA ou je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu, mais la même chose, il va falloir analyser bah, comment vous allez pouvoir travailler de votre SAP avec les CJ compta, parce que je suppose que c'est pour la compta où on me parle de plus, mais il y a tout un travail avant d'analyse et aussi d'interrogation auprès des partenaires pour savoir bah, comment vous allez pouvoir travailler pour que la communication entre vos outils se fasse, on va dire, entre guillemets, naturellement. Merci Grégory. Alors ensuite, question de monsieur de Manienville. Si on prend la PA Cegid, est-ce que l'éditeur fournira de façon native les Web API? Non, non, parce que si vous travaillez avec CJ, vous n'avez pas besoin de Web API. Par contre, si vous voulez des Web API, il faudra prendre le module.
mais ça veut dire que vous voulez utiliser des web API pour communiquer avec d'autres outils. Parce que si aujourd'hui vous prenez l'APA Cegid, ça veut dire que vous réceptionnez vos factures avec Cegid, vous envoyez vos factures avec Cegid, donc là, il n'y a pas besoin de web API. Sauf si demain vous dites, ben voilà, j'ai un outil, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, de BI, et je veux pouvoir mettre à jour des données facilement, ben là, il faudra acheter le module Web API. Mais pour la démat, si vous prenez API, vous n'avez pas besoin. Parfait. Du coup, j'ai une question de Madame Tranchant. Cadient n'est pas encore dans la liste des PA. Alors, c'était pas une question, c'était juste une information. Alors si Cadient n'est Cadient pas est encore dans la bien, liste des PA validés. Cadient est bien présent dans les plateformes validées. C'est même Serencia Cadient, parce que Cadient a racheté la société Serencia, et ils ont bien eu leur agrément. Je pourrais vous envoyer la liste où c'est bien précisé, mais Cadient a bien eu l'agrément. Ils l'ont eu le 18 décembre de mémoire 2025. On ne vous dirait pas ça s'ils n'avaient pas eu leur agrément, et on ne vous proposerait pas le produit nativement s'ils n'avaient pas eu leur agrément. Donc, si, je pourrais vous envoyer le lien, il n'y a pas de souci, avec la liste de toutes les sociétés qui ont reçu l'agrément définitif. Et Cadien Serenza, comme ils appellent, a bien été agréé, sans aucun problème. Parfait. Et dernière question de Madame Carpentier. Si le bon de réception ne correspond pas à la facture, comment sont modifiées les anomalies dans Cegid Manufacturing? Alors, il n'y a pas d'automatisme. Ça, c'est important à préciser. C'est que même là, si c'est du Cégide avec pourquoi pas du Cadien, tout n'importe quoi, le but c'est que, un, vous réceptionnez les bons de réception, ce qui vous permet de visualiser. Alors, plusieurs cas de figure, les quantités ne sont pas les bons. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est la facture? Est-ce que c'est le bon de réception? Ça, c'est un vaste débat. S'il y a une modification à apporter, le rapprochement a but de visualiser sans forcément ouvrir manufacturing. C'est-à-dire que le valideur n'a peut-être pas accès à CJ Manufacturing ou à tout autre logiciel. Donc le but, c'est qu'il est dans son appli, Beanworks par exemple, il voit la facture et il va voir les différents BR et il va essayer de repérer mes bons de réception auxquels ils apparaissent. S'il y a un dysfonctionnement, alors, il y a plusieurs scénarios. Un, il pourrait se dire, bah, moi, je mets la facture en attente, j'envoie, parce qu'il y a des systèmes de workflow pour envoyer des messages, j'envoie un message à l'acheteur qui demande de vérifier qui a raison. Est-ce que c'est mon fournisseur m'a envoyé ma facture? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est une erreur de notre part qu'on a saisi le bon de réception? Mais si demain, il y a une modification du bon de réception, elle devra se faire par le biais de votre ERP. Ce n'est pas votre PA ni Binoir qui fera la modification en live. Ça, c'est important. C'est vraiment le rapprochement, c'est de dire je puisse visualiser mes bons de réception qui pourraient être en adéquation à ma facture sans forcément que j'ouvre mon ERP ou que je dois avoir accès à mon ERP. Alors, je vois la question Serenza by Cadient. En fait, c'est ce que je vous disais. Cadient a racheté Serenza, donc c'est la même boîte. Ils ont eu leur agrément. Donc, il n'y a pas de souci. La solution Beanworks ou Invoice Impress que je vous ai, qu'on vous propose, il y a l'agrément, donc il n'y a aucun souci. C'est parce que Cadient a racheté, alors je ne sais plus la date, je pense que mon directeur commercial m'en voudra, mais je pense que c'était en 2025, c'est sûr, mais peut-être en juillet 2025. Ils ont racheté la société, mais je vous rassure, Cadient Serienza, c'est la même, ça va être c'est le même groupe, et ils ont l'agrément au niveau de leurs produits sans aucun problème. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une dernière question. Pour les remontées des flux de caisse, on doit passer par quel PA? Alors, ça dépend ce que vous gérez avec la caisse.
les remontées vont se faire de toute façon par du e-reporting, parce que tout ce qui est gestion, encaissement, décaissement, c'est votre e-reporting. Si maintenant, vous avez, imaginons que vous avez donné de l'argent à un de vos collaborateurs pour qu'il aille rechercher, je ne sais pas, aller du matériel chez Leroy Merlin. Je ne vais pas d'action, mais on va dire chez Leroy Merlin. Il a dit, bah voilà, j'ai créé un compte chez Leroy Merlin où j'ai besoin d'une facture au nom de la société. Il va payer par la monnaie de la caisse. Et donc, Leroy Merlin va devoir utiliser le type de facture, comme je vous ai indiqué, facture déjà payée. D'accord? Et bien évidemment, la facture ne va pas être donnée aux salariés parce que, comme vous êtes en compte, Leroy Merlin est une société privée française, vous êtes une société privée française, la facture va passer par la démat. Lui va simplement recevoir sûrement un document pour dire que ben voilà, il a acheté du matériel et que la facture va être envoyée par la démat, mais elle va arriver par la PA. Hein, parce que tout achat, qu'elle soit faite en live dans un magasin parce que j'ai besoin d'un matériel rapidement et que ça a été mis en compte ou identifié comme facture au sein de l'entreprise, la facture ne sera pas remise, ou peut-être un duplicata, hein, je ne sais pas encore comment Leroy Merlin fera, mais Leroy Merlin sera obligé d'envoyer sa facture via la dématérialisation de facture. Donc vous la recevrez, de toute façon c'est pratiquement en instantané, hein, dans l'espace de 5 minutes, vous recevrez dans votre PA la facture de Leroy Merlin. Si maintenant alors c'est des cas de figure, hein, il y en a plein, c'est des cas d'usage, hein, on en parle ça, mais je vais prendre un autre exemple. Vous allez au restaurant, vous invitez des clients au restaurant ou des fournisseurs, peu importe. Avant, qu'est-ce qui était prévu? C'est que, bah voilà, même si vous payez avec de l'argent de la caisse ou vous payez avec une carte bleue du salarié ou la carte bleue dans l'entreprise, si vous voulez récupérer la TVA, il faut que vous ayez une facture au nom de la société. D'accord? Alors, il y a eu un petit peu un rétro-pédalage. Pourquoi? Parce que ce qui a été défini, c'est que si le montant est inférieur à 150 euros, eh ben, le salarié pourra partir avec le ticket de caisse et le détail comme on fait aujourd'hui et le faire passer en note de frais. Et là, vous pourrez récupérer la TVA. Par contre, au-delà de 150 euros, le professionnel devra faire une facture au nom de la société et la faire partir dans de la démat de facture, au même titre que je vous ai parlé tout à l'heure de Laura Merlin. D'accord? Et vous parliez du Z de caisse. Bah, le Z de caisse, il va partir par quoi? Il va partir par votre e-reporting, obligatoirement. Quand vous allez clôturer votre caisse, on va faire parvenir donc les encaissements et décaissements et tous les flux à ce niveau-là vont partir. Et la même chose au niveau de votre caisse, la même chose. Quand vous allez vendre, si c'est un professionnel, de professionnel à professionnel franco-français, la facture va devoir partir par système de démat. Si c'est un particulier qui vient acheter, si c'est un professionnel étranger qui vient acheter, vous pourrez lui donner sa facture papier ou l'envoyer par mail sans aucun problème. Oui, via la PA Cégide, parce que si vous utilisez Cégide comptabilité, votre caisse, ça va être déversée dans votre comptabilité. Alors, je ne sais pas si la caisse, est-ce que c'est une caisse de Cégide ou est-ce que c'est une caisse tierce? Dans Cégide, vous avez le module, hein, je crois qu'il existe encore de gestion de caisse. Par contre, si ce n'est pas une caisse Cégide, là, il va falloir analyser. Ah, caisse tierce. Ah ouais, voilà, il va falloir voir avec l'éditeur de la caisse comment ça va fonctionner. Donc, vous voyez, c'est pour ça, hein, je vous disais tout à l'heure, quand vous voyez, on propose de faire des analyses comme ça chez certains de nos clients, ça, c'est voilà, c'est un des points où il faut analyser. Je travaille avec un éditeur tierce pour ma caisse. Qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment? Est-ce que je vais pouvoir utiliser la PA de Cégide? Je ne sais pas. Est-ce que je vais devoir utiliser la propre PA
de mon éditeur, je ne sais pas. Ou est-ce que je peux utiliser une note PA et mettre en place par système de Web API avec une note PA. Tout ça, bah, il va falloir un petit peu anticiper. Et si vous pouvez dès aujourd'hui, peut-être contacter votre éditeur de caisse pour savoir qu'est-ce qui est prévu et comment vous pouvez travailler dans la sérénité à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il nous reste encore un petit peu, ouais, 2-3 minutes. Hein, ouais, 2-3 minutes, parfait. On avait dit 11 heures maximum, mais non, il n'y a plus de questions, plus personne. Alors, euh, pour finir, vous allez retrouver donc ce webinaire d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, parce que je sais que j'ai dit beaucoup de choses en l'espace d'une heure et demie. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore parlé, hein, bien évidemment, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de vous rapprocher de nous. On sera là pour vous accompagner. Si demain vous avez besoin d'un accompagnement d'extrémité dans de plusieurs facteurs, que ce soit de l'analyse, de la mise en place, etc., là, même chose, n'hésitez pas à contacter soit votre commercial, soit notre commercial, soit votre chargé de clientèle, qui s'efforcera de vous aiguiller et de mettre ça en place sans aucun problème. Alors, Madame Tranchant, je vois que vous avez posé une question. Je pense que la France est loin d'être prête par rapport aux pays voisins, Belge et Grèce, par exemple. Je ne vais pas juger, je ne sais pas. Je sais que la France, enfin que la Belgique s'est mis au 1er janvier 2026. Euh, je ne suis pas convaincu qu'on soit plus mauvais que les autres pays. On a reproché pour ceux qui ont fait de la paye que ça allait être un carnage pour la DSN, hein, pour tout ce qui est la dématérialisation des données de paye. Sincèrement, moi qui fais très peu de paye, mais qui aide mes collègues des fois, ça n'a pas été un carnage, bien au contraire. Aujourd'hui, tout le monde qui vous parle de la paye est bien content de la dématérialisation et il n'y a pas eu il y a pas eu de couac. Donc moi, oui, je sais que la Grèce s'est mis avant, comme l'Italie s'est mis avant aussi, hein. L'Italie était un des premiers précurseurs dans ce domaine-là. Euh, mais voilà. Après, le système français, il est comme il est. Oui, la Belgique a décidé de prendre PayPal, mais ce qu'il faut savoir, il ne faut pas se leurrer, c'est que oui, s'il y a plusieurs PA, mais tout le monde a la même feuille de route. C'est ça qui est pas compliqué, c'est qu'aujourd'hui, toutes les PA, ils ont eu leurs 3 mois de test, ils n'avaient pas leur agrément si 100% des tests n'étaient pas respectés. Donc aujourd'hui, toutes les PA ont la même feuille de route. Après, c'est simplement une organisation, une méthode de fonctionnement d'une PA à l'autre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est prévu, bien évidemment, c'est que, alors, même s'ils disent 2030, mais c'était déjà 2028, c'est repoussé à 2030 et peut-être 2031, mais c'est que l'ensemble des pays européens utilisent de la démat et soient tous avec PayPal. Ça, c'est ce qui est prévu. Mais dire que on sera moins bon que les Belges, que les Grecs, je ne sais pas. Moi, je suis confiant parce que je trouve que ça s'est fait assez sereinement. On a encore du temps. Et si on est au même titre que ce qui a été fait pour la paye, je ne me fais pas de soucis. Alors peut-être que dans 6 mois, on me dirait que non, mais je pense que ça devrait aller. En tout cas, voilà, je vous remercie infiniment de votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et à revenir auprès des chargés clientèle ou auprès des commerciaux. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bon. En tout cas, il est 11 heures. Eh ben, c'est parfait. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à la session 4 de ce webinaire, parce que je pense qu'il y aura une quatrième partie. Voilà. Merci bien. Au revoir, messieurs, dames.